On va vous écouter, Catherine Olivet, et puis après, bien sûr, on se laissera un temps d'échange. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes présidente de l'association France Alzheimer de Seine-Saint-Denis. Vous êtes également coordonnatrice du groupe de réflexion éthique et vieillesse à l'espace éthique de la PHP. Voilà, je vais vous retrouver, j'imagine, de temps en temps. Et vous êtes, bien sûr, vous avez une grande expérience auprès des malades et des proches des malades. Donc je crois que vous allez de façon incarnée nous permettre de poursuivre ces réflexions. Je vous laisse la parole pour 15-20 minutes. Merci. Alors, déjà, je voudrais vous dire que j'ai entendu une foule de choses tout à fait bouleversantes, des graves et des faussements humoristiques, et que c'était d'une grande richesse. Alors, peut-être, je vais vous parler de mon enveloppe charnelle, celle qui comporte beaucoup de corps différents. Ça, j'ai trouvé cette image-là tout à fait extraordinaire. Et c'est vrai que dans cette enveloppe charnelle des aidants, des proches, il y a des tas de corps qui cohabitent. Et ces corps qui cohabitent rentrent souvent déjà en conflit à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a le corps qui s'épuise, comme vous l'avez tous évoqué, le corps physique qui s'épuise, hein, mais il y a le corps affectif qui en a ras-le-bol. Il y a le corps affectif aussi qui fait que quand la mort s'approche, il y a des élans du cœur qui renaissent, qui revivent, qui se réchauffent, qui sortent du congélateur. Et pourtant, ça s'inscrit parfois dans des histoires de vie terriblement compliquées, terriblement douloureuses. Et puis, il y a ces corps de l'exigence qui veut que socialement, vous devez être aux côtés d'eux, en oubliant que nul n'est obligé d'aimer, mais que la loi astreint à un certain nombre de devoirs. Et je pense dans ce domaine-là, puisque beaucoup de thématiques de ce matin ont aussi tourné autour de l'autonomie, c'est toute la législation française qui impose aux enfants, de par la loi, de payer pour prendre en charge la perte d'autonomie de leurs parents. Donc il y a incroyablement des corps différents dans cette enveloppe charnelle de l'aidant proche qui est penché sur quelqu'un qui est en train de finir sa vie, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, mais auquel il a des devoirs, qui peuvent le conduire au cimetière avant son proche aidé, comme vous l'avez évoqué. C'est des chiffres terribles. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est 60% de surmortalité par rapport à la mortalité au même âge d'un aidant d'une autre pathologie, type cancer. Par exemple, les études ont comparé avec des proches de personnes atteintes de cancer. C'est spécifique de cette aide-là, parce qu'on a toujours là parlé de l'autonomie, de la personne parlante, de l'aidant, etc., du médecin, du professionnel. Et puis, il y a cet immense champ qui est celui qui pose probablement à notre société les plus terribles interrogations, qui est le champ de celui qui ne peut plus parler, qui ne peut plus dire lui-même, qui ne peut plus imposer sa volonté, ou qui peut encore dire, mais dont le propos ne peut que difficilement être validé, ou tout au moins son propos doit être interrogé. C'est très simple, mais ça fait du monde quand même. Simplement en France, c'est environ 150 000 personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée qui meurent chaque année. Avec cette particularité, vous avez tellement et si justement insisté sur s'écouter, se parler, se communiquer, mais pas une communication médiatique, une communication du cœur, de l'âme et une communication de l'intime. Et comment on fait pour communiquer avec quelqu'un dont les mots ne viennent plus et dont le raisonnement ne vient plus? Parce qu'il ne s'agit pas que de l'atteinte des mots, il s'agit aussi de l'atteinte des raisonnements. Comment je vais faire pour accompagner maman qui m'appelle maman? C'est une toute autre relation qu'il faut essayer de construire avec quelqu'un qui perd ses capacités. Donc on a des enjeux qui sont à la fois plus
délicat, plus difficile, et en même temps d'une incroyable richesse, justement. Parce que cette extrême vulnérabilité de l'esprit et du corps de certaines personnes atteintes de ce type de pathologie en fin de vie nous fait alors vraiment toucher du doigt au quotidien, au plus près, euh, euh, toutes ces spécificités qui, en réalité, sont exactement les mêmes pour toutes les personnes qui vont mourir. C'est juste que c'est exacerbé, c'est juste que c'est emblématique, c'est juste que c'est à la puissance 10. Mais en réalité, les questions qu'on se pose par rapport à ces malades en fin de vie, ce sont les mêmes que pour n'importe quelle personne qui est, comme tout le monde, vulnérable parce que son corps est en train de l'abandonner. Et donc, je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'au sein de l'espace éthique, la maladie d'Alzheimer a été emblématique, et toujours d'ailleurs, emblématique de 18 ans à peu près de l'espace éthique avec Emmanuel Hirsch, parce qu'elle permet à elle toute seule d'aller envoyer des ramifications, des questions, des regards, des sens, des mots, dans toutes les directions de la fin de vie. C'est juste qu'elle concentre ce qu'on peut travailler dans tous les autres champs. Et c'est en cela qu'elle est une richesse de rencontres. Alors je voudrais quand même vous ramener à ces aidants, dont je rappelle qu'ils ne sont pas obligatoirement des aimants, mais qu'en tout cas ils essayent, et m'interroger avec vous sur quelque chose qui me préoccupe beaucoup dans ces essais de législation toujours plus gratouillée, plus torturante, comme si la loi répondait à tout. C'est, mes amis, qu'est-ce que c'est la famille aujourd'hui? Parce que dans la loi de la collégialité, vous devez, messieurs les médecins, nous inviter. Et j'invite qui? J'invite qui dans une vie actuelle où toutes les vies sont discontinues, dans cette quête perpétuelle d'une autonomie où je suis seule? J'aime, je me marie, j'aime plus, je m'en vais, je concubine, je paxe, je fais 2 enfants à l'un, je me fais une petite PMA, PPA à droite et à gauche, j'en rajoute. Mais je vous jure que c'est des familles comme ça que je rencontre chaque jour dans mon bénévolat. France Alzheimer, c'est-à-dire des familles où on me dit oui mais alors j'ai 2 demi-frères, eux ils veulent pas payer parce qu'en fait papa il est parti quand ils avaient 3 ans, donc ils refusent de payer pour papa, mais pourtant c'est leur fils biologique, donc le juge nous a convoqués, et je fais quoi avec cette famille-là, tuyau de poil? Alors ce que j'aime bien c'est que plus on essaye de resserrer une loi de plus en plus structurée, qui ne laisse aucune échappée à l'imagination individuelle dans une soif d'un contrôle terrifiant, et ben c'est justement là où dans la collégialité on est censé obligatoirement consulter les proches qu'il n'y en a plus. Enfin si, il y en a, mais il y en a trop. Exactement. Alors, qui, le médecin des soins palliatifs ou de l'unité de réanimation, va-t-il inviter? Est-ce que c'est la fille qui est là tous les jours? Mais en fait, c'est tout nouveau. C'est parce que tout d'un coup, elle se souvient de ce père qu'elle a plus vu depuis 32 ans et qu'elle se dit, mais mon Dieu de bois, ce père, il va mourir. Faut peut-être que je sois quand même, que je fasse connaissance. Mais en réalité, pendant toutes les années précédentes dans sa maladie, elle n'a pas été là parce qu'elle habitait à 800 km et que y avait les distances du cœur et du TGV, et du prix du TGV. Donc, elle est là tous les jours. Est-ce qu'elle connaît le cœur de son père? Est-ce qu'elle connaît ses pensées? Est-ce qu'elle connaît ses références? Est-ce qu'elle connaît ce qui est important pour lui ou dérisoire? Non, elle est juste là tous les jours.
C'est cette personne-là qui va être convoquée au tribunal de la collégialité pour dire il va vivre encore un petit peu ou au contraire pousser la seringue docteur. Qui va être convoqué dans le conjoint, parce qu'on a inventé un chouette mot pour éviter de parler de l'épouse, c'est que maintenant on a des conjoints. Là, il y a des conjoints mariés devant le maire et devant éventuellement le curé, le rabbin ou et puis vous avez les pacsés qui ont un statut juridique. Et puis vous avez les papaxés, conjoints qui n'ont pas de statut juridique. C'est chouette parce que ceux-là, ils n'ont aucune obligation financière. À mon avis, il y en a qui ont déjà repéré que c'était quand même une sacrée économie à faire. Puisqu'on vieillissait tous, il valait mieux s'organiser avant. Mais tout ça pour vous dire que quel conjoint va parler? Qui va-t-on inviter? Qui, le médecin, va inviter à ce foutu tribunal de la collégialité? L'épouse qui a... vous savez, je vous jure que c'est vrai. C'est des situations que je rencontre vraies de vraies. Vous avez l'épouse qui vient... L'épouse signée, hein, qui vient me parler de son mari Alzheimer. Et c'est drôle, cette épouse, elle a des yeux durs quand elle me parle de son mari. Je dis, c'est pas gagné. Et alors, tout d'un coup, quand la confiance est arrivée, qu'on a pu s'entendre, elle me dit, mais vous savez, il y a 10 ans, il m'a plaqué, il est parti avec sa secrétaire. Puis là, il a mal tourné, hein. Donc la secrétaire, elle l'a foutu à la porte. J'ai repris mon mari et c'est moi qui me le tape Alzheimer. Ça aide. Ça aide les liens d'amour, de patience, de compréhension mutuelle, D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de la vraie vie, ça, actuellement. C'est-à-dire, c'est l'ancienne... Et savez-vous pourquoi l'épouse qui a été plaquée, reprend son mari Alzheimer? Eh bien, elle le reprend pour protéger leurs enfants. Elle est mère. Et si je ne m'occupe pas de leur père, non pas de mon mari, de leur père Alzheimer, il va leur retomber sur les bras. Et la mère, pour protéger ses enfants, elle s'occupe de son mari Alzheimer pour que ses enfants n'aient pas besoin de s'en occuper. C'est simplement pour vous faire comprendre les extraordinaires méandres de l'amour, du devoir, de qu'est-ce que je dois maintenant faire vis-à-vis de mon mari, de mon conjoint, de mes enfants, des enfants de l'autre, mais c'est mon deuxième conjoint qui les a élevés. Elle est où la place de la famille? Comment cette fichue loi utopique va-t-elle me la hiérarchiser? Comment vos médecins de réa et de soins palliatifs vont savoir, dans cette société qui a détruit totalement la famille, à qui ils vont s'adresser? Est-ce que, vous savez, dans les caisses de retraite, selon le temps de vie commune que vous avez eu avec un monsieur, on redispatche le montant de la retraite de réversion, hein, entre la première, la deuxième et la troisième. 10 ans à l'un, 3 ans à l'autre, etc. Alors on va nous peser aussi, les femmes, là. Et les différentes femmes, on va dire, celle qui a vécu le plus d'années communes, c'est elle qui sera dans la hiérarchie de la parole écoutée, pour dire on pousse la seringue ou on la pousse pas. On va mettre ça au nombre d'années. On va trouver une petite pesette à l'amour qui va nous dire oh, c'est sûr, c'est celle-là qui l'a aimé le mieux. Hein. Est-ce que le nombre d'enfants qu'on a fait va compter dans la pesette, là? Voilà. On mesure du doigt concrètement à quel point cette utopie de la loi qui résout les problèmes. J'ai déjà bavardé de ça avec Monsieur Leonetti, mais vraiment, j'avais envie de planter mes griffes ce matin et je suis complètement frustrée. Comment je peux pas les planter là, c'est pas possible. Je dis, mais je sais bien que nos parlementaires sont payés par nous, par la société, pour faire des lois. Ils sont payés pour ça, donc il faut qu'ils en fassent. Mais, mon Dieu,
comment il va me le résoudre, moi, mon problème de famille? Qu'est-ce que je vais dire aux familles qui me rencontrent en ordre dispersé parfois pour leur dire avec quels mots, mais avec quel droit ils vont pouvoir accompagner celui, celle qu'ils ont aimé? Est-ce que vous pouvez me résoudre ça, vous? Il ne s'agit pas de résoudre, mais il va falloir faire avec. Il va falloir faire avec. mais je tremble. Alors, je voulais juste vous dire que je ressens d'une façon extrêmement puissante, à double titre, un mot que j'ai entendu plusieurs fois ce matin et qui est probablement le mot le plus essentiel dans mon esprit, qui est le mot confiance. La loi peut-elle générer la confiance? J'en doute complètement, c'est clair. Elle peut éviter des dérapages, mais c'est pas elle qui donne la confiance. Et j'aimerais vous témoigner aussi à quel point la manipulation médiatique, telle que d'ailleurs on vient de la subir de façon extrêmement puissante au mois de novembre, peut générer dans les cœurs de ceux qui sont en train d'accompagner une personne vulnérable, et dans ces vulnérables des vulnérables, ceux qui n'ont plus l'esprit pour pouvoir dire « je », vous n'imaginez pas le degré de souffrance terrifiante que ces manipulateurs médiatiques ajoutent au malheur, ajoutent à l'inquiétude, l'impossibilité de faire confiance. Je ne peux plus le quitter. J'ai peur que quelqu'un fasse un geste. Si vous saviez, je prends ma deuxième casquette parce que moi je suis représentant des usagers dans les hôpitaux. Je suis un pur produit de la loi APS. Et je suis donc représentant des usagers. Et je suis bien évidemment représentant des usagers dans des hôpitaux où il y a des services de réa. En novembre, j'ai vu exploser les plaintes et réclamations arriver au directeur dans les services de réa, simplement par l'effondrement de la confiance. C'est-à-dire que même les liens qui avaient été noués depuis des jours et parfois des semaines, il n'était plus possible de les croire réels, de leur faire confiance aveuglément. J'ai perdu la confiance. Et si il était un partisan actif d'une certaine vision de notre société actuelle, qui fait qu'à un moment, il ne mérite plus de vivre. Et qui ne mérite plus de vivre que plus qu'un malade d'Alzheimer qui peut que dire des incohérences, avoir ce corps avec tout ce que vous en avez décrit de ses côtés les plus atrocement agressifs, mais avec aussi tous ces côtés de l'incapacité de dire « je ». Et donc j'ai vu exploser cette souffrance. Et j'aimerais, j'aimerais vraiment dire à quel point il faut que des hommes se lèvent, des hommes comme vous, des hommes avec un grand H, hein, parce que je reprendrai la thématique, mais il y a un dossier sur le site de l'Espace Éthique qui est sur le genre, pas n'importe lequel, sur le genre dans l'accompagnement de la maladie. Et donc, je voudrais vraiment insister, je crois qu'il faut que des hommes se lèvent. Des hommes se lèvent pour dire qu'il n'est pas possible de semer d'une façon aussi irresponsable la peur et la défiance en utilisant les grands médias, en utilisant des mots que les personnes assises devant leur écran de télé ne peuvent pas comprendre. La communication, c'est pas la parole. La communication, c'est pas l'écoute, bien évidemment. Et on est en train de semer dans les populations captives de la seule information médiatique des océans de larmes, des océans de pleurs, des océans de défiance, des océans d'incompréhension.
Et vraiment, c'est la boîte de Pandore, c'est l'apprenti sorcier, voilà, c'est quelque chose. Et il se passe très étrangement, là, que dans ma vie personnelle, après que j'ai pu accepter de venir participer à votre matinée, il se trouve que dans ma vie personnelle, depuis 3 semaines, j'ai un mari en réanimation. Et je peux mesurer au plus profond de tout ce que nous sommes, combien c'est difficile de ne pas parler pour l'autre, combien c'est difficile d'y croire toujours, combien c'est difficile de choisir ses mots avec un corps soignant, avec un corps médical, avec un corps familial, mes enfants, nos enfants. Et que moi, avec ma petite enveloppe charnelle, un peu maigrichonne, il faut que je fasse vivre tous ces corps-là. Et il faut que je donne à chacun de ces corps-là les mots et l'oreille. Je touche du doigt ce qu'est la peur, et je ne suis pas lambda, enfin j'ose dire que je ne suis pas lambda. J'ai des capacités d'entendre, de raisonner, de rechercher les mots et les raisonnements. Eh bien, j'ai, dans l'atmosphère que j'ai vécue médiatique au mois de novembre, alors que je suis dans un lieu référent dans lequel j'ai confiance, eh bien, j'ai quand même appelé à la rescousse des personnes extérieures du corps médical dans lequel j'avais une totale confiance, parce que quelque part, le doute a commencé à rentrer dans mon cœur et dans mon esprit. Et je trouve ça atrocement grave d'en être réduit à dire la chef de service a utilisé le mot « le laisser dormir ». Quand va-t-elle décider de le laisser dormir? D'accord? Voilà, nous avons construit une société en très peu de temps qui ne peut plus savoir ce que veut dire la confiance et qui ne peut plus se contenter de l'affirmation de la compétence, qui ne peut plus se contenter de l'affirmation du comité éthique truc-muche, qui ne peut plus se contenter, qui doit partir, voilà, tiens, le poilu, voilà. Eh ben, je me sens poilu. Je me sens poilu avec mon petit fusil et mes bandes moltières. Et je dis, faut quand même bien que je monte la garde dans ma petite tranchée, là. Parce que si je somnole appuyé sur mon fusil, il va peut-être se passer des choses. Quelqu'un va peut-être renoncer pour lui, quelqu'un va peut-être renoncer pour moi. Et ça, je crois que c'est nouveau. C'est nouveau parce que c'est étalé, parce que c'est sur les écrans de télé, parce que c'est à longueur de journaux, parce que ça a pris une puissance de présence politique dont tout le monde se mêle. Et je mesure là, depuis 3 semaines, l'incroyable violence, qui n'est plus une violence intellectuelle, qui devient une violence de moi, de mon intérieur, de mon corps intérieur. Savez-vous que ce mari aimé, ça va faire 50 ans, le 12 décembre. Quand je dis ça aux jeunes, ça les fait hurler de rire. Ils ont du mal à le croire, que ça existe encore. Et ce mari-là, il ne peut plus parler parce qu'il est intubé. Qui, du corps soignant, du corps médical, peut trouver le temps de faire ce que je fais, c'est-à-dire lui avoir très tôt, dès qu'il est sorti du coma, donné une feuille de papier avec les grandes lettres de l'alphabet, et puis avec son doigt, il me dicte une lettre après l'autre, et puis je reconstitue le mot, et puis je reconstitue la phrase, et puis ça fait déjà 15 jours qu'il me donne des ordres, alors que ça fait que 2 jours
qu'il peut tenir une ardoise et écrire directement dessus. C'est-à-dire que le corps soignant a perdu 12 jours de communication. Il n'est rentré en communication avec lui autrement que par oui-non, que depuis qu'il peut tenir une ardoise et écrire dessus. Et moi, ça fait 12 jours que je parle avec lui. Est-ce que vous voyez ce que j'essaye de vous dire? Qui offre ce temps-là autre que l'amour? Qui offre ce temps-là autre que la continuité d'une histoire? Il n'y a que cela. Et dans cette continuité, il y a mon histoire privée, mais il y a la continuité de l'histoire de l'homme. Il y a la continuité de son histoire avec la spiritualité, pour ne pas numéroter la dite spiritualité en termes de religion obligatoirement. Il y a une continuité de l'histoire humaine. Nous sommes à une époque où on peut voir sur les écrans de télévision des cadavres torturés après leur mort, tirés par des camions, alors que le fondement de l'humanité a été le respect des sépultures et le respect des corps morts. Ça a été un des premiers fondements philosophiques de l'humanité. Et aujourd'hui, des familles peuvent voir cela sur un écran de télévision. Qu'est-ce que nous avons déconstruit? Où est notre responsabilité collective de citoyens d'avoir laissé aussi déconstruire la continuité de l'histoire de l'homme? Je ne peux pas répondre à ça, mais je pense que nous devons sûrement, chacun dans notre spiritualité, peut-être notre capacité de prière, essayer de retrouver des ressources, essayer d'être des hommes debout, d'être des veilleurs debout sur l'histoire de l'homme et d'être des veilleurs sur les plus vulnérables d'entre nous, ceux que la maladie a couchés, alors que nous sommes encore debout.